encadrement juridique pour garantir la sécurité face à l'utilisation grandissante des drones civils et des armes à feu. C'est ce que veut le gouvernement en adoptant 2 projets de loi à soumettre à l'Assemblée nationale. La gestion des pôles de croissance était également au menu du Conseil des ministres de ce 31 mars. La teneur à suivre en début de journal. Dans l'actualité sur la vie des partis politiques, nous parlerons du mouvement Agir Ensemble qui traverse des moments difficiles. Des griefs sont formulés par certains militants contre la gestion du président du parti. L'intéressé réagit et se prononce sur d'autres sujets sur la vie du parti. Le point de la conférence de presse à suivre dans quelques minutes. Dans ce 21, nous serons à Ouayouguia pour parler de cette situation d'insalubrité qui prévaut à l'abattoir de la ville. L'hygiène a disparu à cet endroit avec des animaux abattus et de la viande lavée dans des conditions à vous couper l'appétit. Constat et éléments d'explication dans une quinzaine de minutes. L'actualité à l'étranger nous conduira dans 2 pays voisins. En Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo obtient la confirmation de son acquittement par la CPI. Et pendant ce temps, au Niger, c'est un coup d'État que le gouvernement a déjoué alors que le président nouvellement élu s'apprête à entrer en fonction. 2 actualités à développer en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Direction donc le palais de Kosiam pour les échos du Conseil des ministres de ce mercredi. On apprend que pour des raisons de sécurité, l'exécutif a adopté 2 projets de loi visant à encadrer l'utilisation des drones civils et des armes à feu. Le Conseil a aussi pris un décret sur la gestion des pôles de croissance. Des détails complets avec Jean-Hugues Bayala et Yarkiteda. Au titre des délibérations, 2 avant-projets de loi sont adoptés pour le compte du ministère de la Sécurité. Le premier porte sur le régime applicable aux drones civils au Burkina. Le drone est un aéronef sans passager ni pilote qui vole de façon autonome et est piloté à distance. Sa nature intrinsèque à interférer dans la vie privée ou à porter atteinte à la sécurité publique exige du gouvernement un cadre juridique clair et précis pour son achat et son utilisation. Le projet de loi, une fois voté par l'Assemblée nationale, soumettra désormais donc tout achat, tout transfert ou toute utilisation d'un drone civil à une autorisation d'achat ou de cession délivrée désormais par le ministre de la Sécurité. Le second projet de loi est relatif au régime général des armes à feu, de leurs pièces et de leurs munitions. Désormais, par ce projet de loi, le régime des armes de guerre et celui des armes civiles seront régis par une seule loi. Le nombre d'armes par personne sera limité. Ça, c'est aussi une innovation de la loi par personne. Les infractions en cas de transfert d'armes seront élargies et plus sévèrement punies. Et l'exportation des armes de fabrication artisanale sera strictement réglementée. Le Conseil des ministres du jour a également adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national de pilotage des pôles de croissance existants au Burkina Faso. Il s'agit du pôle économique de croissance qui est la combinaison ou une combinaison d'acteurs publics et privés sur un territoire donné de notre pays et qui sont engagés dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies d'investissement pour la mise en valeur des ressources naturelles ou de toute autre ressource donnée. Le décret concerne aussi la zone d'exportation et le pôle de compétitivité axé sur le développement des industries. L'adoption du dit décret permet l'accélération de la transformation économique du Burkina Faso. Le rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif autorise dorénavant l'ouverture des écoles professionnelles de formation privée dans le domaine de l'agriculture. Actualité à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté le projet de loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. La plénière qui s'est tenue hier a également vu l'adoption d'un second projet de loi et c'est celui portant modification de la loi relative à la création de la Commission nationale des droits humains. Le point de la plénière avec Konsun Koulibaly et Olopoda. Pour
C'est à l'unanimité que les 126 votants du jour ont adopté le projet de loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Une nouvelle loi qui précise désormais le régime des sanctions, accorde une priorité au renforcement de la coopération internationale et garantit l'indépendance des commissaires. En un mot, la présente loi de 83 articles regroupés en 5 titres et 12 chapitres vient renforcer l'arsenal de la Commission de l'informatique et des libertés. Et le ministre en charge des droits humains d'apporter des explications sur la notion des données sensibles. Il s'agit des données en rapport avec la santé. Par exemple, et nous savons qu'il y a quand même un secret par rapport à des dossiers de santé et ces genres de données ne doivent pas être apportés à la connaissance de tous. Tout le monde ne veut pas qu'on sache de quoi nous souffrons et c'est tout à fait normal. Il y a également des données en rapport avec la religion et la politique, l'éthique, des données en rapport avec l'appartenance syndicale ou d'autres types qui sont vraiment des données personnelles et qu'on ne souhaiterait pas voir manipulées de n'importe quelle façon. Et ça dépend du contexte dans lequel les données sont exploitées. Le second projet de loi soumis à l'examen des élus nationaux porte sur la modification de la loi relative à la création de la Commission nationale des droits humains. Une modification qui vise à résoudre les incohérences dans la rémunération des membres de la CNDH. Une CNDH nouvelle version qui doit désormais exercer pleinement les attributions de l'Observatoire national de la prévention de la torture et autres pratiques assimilées. La structure peine à fonctionner depuis sa création. Dans l'actualité politique de ce journal, la face au remous que connaît le parti Agir Ensemble, ses premiers responsables ont animé un point de presse ce matin à Ouagadougou. Pour situer les faits, ils reconnaissent que le parti traverse des moments difficiles, certes, mais pas question de courber les chines. Le parti réaffirme son appartenance au cadre du chef de file de l'opposition. Le point avec Fousséni Kindou. Le mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso se porte bien. Foi de son président Boubacar Diallo qui était face à la presse ce matin. Au siège national du parti à Ouagadougou, le président entouré de ses collaborateurs a tenu à apporter des éclairages sur les remous qui secouent actuellement le parti. Pour les animateurs de la conférence de presse, le parti réaffirme son positionnement derrière le CEFOP, le chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso. En outre, les animateurs de la conférence de presse sont revenus sur les sanctions infligées à certains camarades pour manquement grave au texte du parti et à son honneur. Pour nous, c'est des indisciplinés qui se sont retrouvés là, en dehors des structures du parti, sans aucun responsable de leur structure d'appartenance à la base, je veux dire. Et qui viennent effectivement, qui disent que le président démissionne. Mais le président démissionne dans des procédures bien précises qu'il faut utiliser à l'intérieur du parti. C'est pas possible. Un parti qui grandit, il se mûrit aussi par les problèmes qu'il rencontre. Mais un parti ou même un enfant qui est en train de grandir, il ne trouve aucun problème, aucun obstacle devant lui. Bon, il lui manque beaucoup d'expérience. Des difficultés certes, mais juste des crises d'enfance du parti, de l'avis de Boubacar Diallo, qui justifie cette période par un besoin de maturation. Il a tenu à rassurer l'opinion que le candidat du parti à la dernière présidentielle au Burkina Faso, arrivé 4e, à savoir Kadri Désiré Ouedraogo, est bel et bien informé de la situation. Il s'est tenu ce mercredi la deuxième réunion ordinaire du comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire. Au menu, le bilan des activités réalisées pour la sécurité alimentaire des Burkinabés et les perspectives pour l'année 2021. La rencontre marque aussi la prise de service pour le nouveau président du comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire. Amadou Ilboudo, Amandine Lalsaga. Il est le tout nouveau président du comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire. Yahaya Kindo remplace à ce poste Lamourdia Tombiano qui rend le tablier après 2 ans passés à la tête de la structure. Le président entrant dit s'inscrit dans la continuité. Il y a aussi
le fait de pouvoir rendre ce cadre encore plus opérationnel en apportant donc plus d'accompagnement financier et aussi plus donc de la matière du point de vue réflexion pour orienter donc les approches d'intervention. Comme priorité pour les partenaires techniques et financiers, c'est de nous mobiliser pour mieux coordonner notre appui à la mobilisation des ressources financières pour le fonds d'appui à la sécurité alimentaire. Aussitôt installé, Yahaya Kindo préside la deuxième réunion du comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire. À l'ordre du jour, le bilan de la dernière session ordinaire et les perspectives pour 2021. On va regarder la charte d'intervention, on va aussi examiner des appuis dont la CEDEAO avait apporté et comment, en termes de prêts de céréales, et comment le dispositif se met en place pour pouvoir donc rembourser tout cela. Il sera aussi question pour l'organe technique du Comité national de sécurité alimentaire de mettre en œuvre les textes et recommandations issus de l'Assemblée générale du CENSA afin d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Burkinabés. Nous mettons à présent le cap sur la province du San-Matenga. Dans cette province, le village de Fanka est l'une des localités bénéficiaires de l'accompagnement de l'USAID. À Fanka, des éleveurs ont reçu des appuis divers pour booster leur activité. Des journalistes ont été conduits sur place pour faire le constat. Parmi eux, Martin Ouedraogo et Yacouba Kouala. Saïdou Sawadougou est l'imam de réussite dans l'élevage de la volaille à Fanka, province du San-Matenga. Il a développé son élevage de volailles grâce au projet Yidigri financé par USAID. Avant, on élevait, mais on n'avait pas les techniques d'élevage. En ce temps, on ne pouvait pas avoir plus d'une dizaine de poulets par an. Maintenant, chacun de nous peut avoir une centaine de poulets l'année, ce qui nous permet de les vendre pour subvenir à nos besoins. Une caravane de presse est organisée pour voir les réalisations financées par USAID dans la province du San-Matenga. À Pisla comme à Tougouri, les ménages reçoivent des formations pour une implication de la femme dans la prise de décision familiale. Dans l'approche famille, nous avons dit, dans le Coran, dans la Bible, il y a des versets qui incitent au respect de la femme, qui incite à prendre en compte les besoins de la femme. Pourquoi ne pas profiter des leaders religieux qui sont dans les communautés pour aborder ces thématiques qui sont quand même clés. Et dedans, ça permet d'éviter les violences conjugales, les VBG et d'autres. Ça prévient en tout cas. Pour mener à bien leurs activités, quelques projets financés par USAID se concertent. Il s'agit de Terre Ovi et Vim+, des échanges pour élaborer un système conjoint afin de mener des actions idoines pour réduire la vulnérabilité des populations. Autre titre de ce 20h, et l'on déplore une fois de plus les conditions de certains abattoirs au Burkina Faso. Le manque d'hygiène est très souvent la triste réalité à ces endroits. Et c'est ce genre de situation à vous couper l'appétit qui prévaut actuellement à l'abattoir de Wayuguya. Constat et explication avec Boukari Ouedraogo, Alain Savadgo et Moussaki. La puanteur du sang mêlé aux excréments des animaux abattus accueille les usagers à l'entrée de l'abattoir de Wayuguya. Ici, tout stagne à l'intérieur et l'hygiène quasiment absente. Maintenant, il n'y a pas l'eau là, on ne peut pas laver la maison là comme avant là. S'il était avant là, la maison est propre. Bon, maintenant, on peut enlever l'eau avec un seau là pour laver de cette maison là, c'est trop. Le nettoyage, le lavage de l'abattoir n'arrive pas à faire. Donc l'eau qui coule, qui stagne au dehors, donc on peut dire que c'est simplement du sang qui se stagne là-bas. Et il n'y a pas d'eau pour mettre pression pour que ça puisse aller. Donc ça est là-bas stocké, c'est en train de pourrir. Et en venant à l'abattoir, à même quelques dizaines de mètres, on sent déjà l'abattoir. L'eau, la seule source qui alimente l'abattoir, ne fonctionne pas depuis un mois, selon les occupants des lieux. Leurs efforts d'interpellation des responsables de l'infrastructure sont restés vains. Ils ont venu couper l'eau là, ça vaut 3 mois aujourd'hui. On transporte l'eau là en ville pour venir ici travailler. C'est ça seulement qui est notre problème. On nous a pas prévenu avant d'enlever. Nous, on demande à l'autorité de nous regarder pour notre problème d'eau. On a demandé plusieurs fois,
Jusqu'à les avons tous allés à la mairie, mais on ne sait pas écouter. Pour un minimum d'hygiène, il faut apporter l'eau de sa cour. Certains puisent dans ce bassin, le seul point d'eau situé dans un autre compartiment. La santé des populations est risquée dans ces conditions. Et le service d'inspection de la viande est soucieux. Si nous on arrête, et les viandes ne seront pas inspectées, et il faut savoir que même les bouchers ne viendront pas ici. Donc chacun va faire de son mieux dans son coin pour livrer une viande vraiment très très risquante à la population de la ville. Donc pour cela, nous aussi nous tenons et nous les encourageons à venir. Ensemble, on va faire le minimum en attendant que la situation s'améliore. Du côté des autorités communales, responsables de la gestion de l'abattoir, la réception de certaines unités du nouvel abattoir justifie la situation. C'est les accords que nous avons eus pour renforcer le nouveau château, c'est de jumeler les deux forages. Donc il faille que cet entrepreneur-là puisse livrer son travail à la mairie pour que nous le fassions payer par les partenaires qui nous accompagnent. Tant que l'ensemble des acteurs ne disent pas que l'ouvrage est fini, l'entrepreneur ne sera pas payé. Donc c'est un peu des contraintes de partenariat, de gestion donc, de nos relations avec et le bailleur et également les prestataires donc, de l'ouvrage qui nous obligent à prendre le juste milieu qui permette aux deux infrastructures de continuer de travailler et de faire la livraison du travail pour que l'entrepreneur soit désintéressé dans les délais. Des centaines d'animaux sont abattus par jour dans l'abattoir de Waïouia et tout se passe à même le sol. Il faut impérativement une solution pour préserver la santé de plusieurs âmes de la ville et environnant. Dans l'actualité également, un projet sur le leadership des femmes a été lancé ce mercredi à Kombisiri dans le Bazega. Avec un financement de plus de 26 millions de francs CFA, ce projet ambitionne d'améliorer le statut de plus de 8000 femmes à travers des formations. C'est un projet porté par l'Association des femmes unies du Bazega avec l'appui de ses partenaires. On en sait plus avec Issa Kafando et Aimé Solange Digma. Au menu de cette rencontre, le projet de renforcement du leadership féminin et la participation de la femme à la vie politique présenté ici aux acteurs de développement de la province du Bazega dans le centre-sud. Financé par l'ONG Oxfam, ce projet est porté par l'Association des femmes unies du Bazega. Il vise à améliorer le statut de la femme. Nous voulons que les femmes se proposent elles-mêmes. Je vais être tête de liste ou bien je vais être présidente dans un bureau. Il ne faut pas attendre à ce que les hommes leur proposent. Nous allons mener les activités à travers des sensibilisations, faire des formations de session pour leur permettre de ne plus avoir peur. D'un coût global de 26 82 360 francs CFA, ce projet va durer 3 ans et compte toucher 8 430 personnes issus des communes de Kombisiri, de Gaogo et de Touessé. Il va permettre justement aux femmes de renforcer leurs capacités par rapport à la prise de décision, par exemple, ou par rapport même à la prise de parole en public. Ensuite, je dirais que ce projet vient à point nommé dans la mesure où nous aurons certainement bien entendu des femmes qui vont s'engager après justement avoir été formées. Cette cérémonie marque également le lancement des activités de l'Association des femmes unies du Bazega, une association qui intervient également dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture, entre autres. Et voici un engagement qui permettra également d'améliorer la situation de la femme burkinabé. Il s'agit d'une déclaration publique d'abandon des mariages d'enfants, de l'excision et autres violences faites aux enfants. C'est un engagement pris par les populations de la province des Balé et officialisé au cours d'une cérémonie organisée hier à Boromo. Le reportage de Naba Ida Dabiré et Dramanso. Les populations de la province des Balé s'engagent pour l'abandon des mariages d'enfants, l'excision et autres violences faites aux enfants. C'est l'aboutissement d'une campagne de sensibilisation du projet Mwangaza Action et l'UNICEF. Nous avons pris 3 engagements, à savoir continuer la sensibilisation
pour éliminer les violences faites aux familles et aux enfants. Et continuer encore à dénoncer toute personne qui perdure dans ces pratiques. Et dans les lieux de culte aussi, continuer à sensibiliser nos fidèles. Cette déclaration publique fait suite à des plaidoyers et des causeries éducatives. L'important, c'est vraiment montrer publiquement, montrer pour que ceux qui doutaient encore, ceux qui pensaient, qui voulaient abandonner et qui avaient peur, sachent qu'ils ne sont pas seuls. Ceux qui doutaient encore et qui vont savoir que désormais, ce n'est plus autorisé dans la communauté. Un comité de suivi est mis en place pour s'assurer de l'effectivité des engagements pris. Comité que préside le haut-commissaire de la province des Balais. Le comité de suivi reste en place, même après le projet, pour toujours continuer à rappeler les leaders d'opinion, et les coutumiers, les religieux et les femmes que nous devons continuer jusqu'à ce qu'on ait la pratique zéro dans notre province. Après la province des Balais dans la boucle du Mouhoun, la campagne de sensibilisation de Mwangaza Action s'étend aux régions du Sahel et de l'Est. Le 2 avril prochain sera commémorée la journée mondiale de lutte contre l'autisme, une maladie peu connue mais qui affecte de nombreux enfants. En prélude à cette journée, l'association burkinabé d'accompagnement psychologique à aider à l'enfance a animé un point de presse. Il en ressort qu'au Burkina Faso, la commémoration se fera autour d'un thème qui appelle à la participation citoyenne pour une inclusion des enfants autistes. Kosun Koulibaly et Issa Kanana. De meilleures conditions de vie, un cadre approprié pour une insertion sociale des enfants autistes. Un combat de l'association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance. Entre mobilisation sociale et panel, face à la presse, plusieurs activités sont ainsi annoncées par l'association et ses partenaires pour marquer d'une pierre blanche la journée internationale de l'autisme, célébrée le 2 avril de chaque année. Ce n'est pas perceptible si on vient, on s'assoit, on se réunit, on fait le discours, ça c'est politique. Et si vous voyez, on a voulu que la plupart des parents d'enfants, les ONG et les enfants du primaire, on va croiser madame la ministre avant le centre. Et on va marcher ensemble avec un slogan de soutien aux enfants autistes. En même temps, il y aura des motards qui vont rouler pour les enfants autistes. Et je pense que c'est en même temps une partie de mobilisation sociale pour interpeller aux gens à avoir un changement de comportement. Au-delà des activités commémoratives, cette journée internationale de l'autisme, selon les conférenciers, se veut surtout une aubaine pour solliciter plus d'accompagnement des décideurs politiques pour la prise en charge des enfants autistes. Le centre ABAP est uniquement, ABAP, Samanti, 3A, c'est uniquement Ouagadougou. Bobo, il n'y en a pas de centre pour enfants autistes. À Koudougou, il n'y a pas de centre pour enfants autistes. Donc c'est le lieu aussi d'interpeller les décideurs pour qu'on puisse renforcer notre action, pour qu'on puisse vraiment dupliquer nos acquis partout ailleurs où besoin sera. Autisme, inclusion sociale et scolaire, contribution de la participation citoyenne. C'est le thème de cette journée internationale de l'autisme. Une thématique d'interpellation pour susciter un engagement communautaire dans la prise en charge de cette pathologie, devenue un problème de santé publique au Burkina, selon Boukali Pamtaba et ses camarades. Dans l'actualité également, les résultats sont connus pour le premier appel à projet dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux industries créatives et la gouvernance de la culture. Le programme est financé par l'Union européenne à plus d'1,2 milliard de francs CFA et ce sont 88 projets qui sont retenus dans 3 catégories. Tout cela est encadré par le Fonds de développement culturel et touristique. Des détails avec Ahadi Sandamba. C'est l'heure des résultats du premier appel à projet du Fonds de développement culturel et touristique. Après la réception des dossiers, le dépouillement, l'analyse et la visite terrain, les acteurs commis à la tâche procèdent ici à la proclamation des résultats. Et ce sont au total 88 projets artistiques et culturels, dont 51 pour la région du centre et 37 répartis entre les 12 autres régions qui bénéficient de ce financement. Jusque-là, je pense que nos objectifs sont d'abord les promoteurs ont participé
Ils ont déposé les dossiers et comme je le dis, la qualité des dossiers a évolué. Ça, c'est le premier motif de satisfaction. Deuxièmement, notre partenaire avec qui nous suivons ce projet, nous avons en tout cas mis les verrous nécessaires pour qu'il y ait de la transparence et de la visibilité dans notre action. Et la proclamation de ce matin répond à cet objectif, c'est public. Avec pour ambition de créer une dynamique de développement culturel et touristique fondée sur les valeurs communes propres au Burkinabé, ce programme de financement est une phase pilote. Et cette phase a enregistré 415 dossiers de demande de financement qui ont fait l'objet d'une analyse technique et financière. À noter qu'une formation sera organisée au profit des bénéficiaires, lesquels bénéficiaires vont signer une convention avec le Fonds de développement culturel et touristique. Et c'est sur la base de l'évaluation du premier appel à projet que le deuxième sera lancé courant juillet-août 2021, foi des responsables de la structure. Voyons à présent cette initiative qui a permis de récompenser les meilleurs acteurs de la promotion immobilière. Cette initiative s'appelle le Trophée de l'innovation immobilière, dont les lauréats de l'édition 2021 ont été dévoilés samedi dernier. Les organisateurs disent vouloir promouvoir et valoriser les produits et services dans le domaine de l'immobilier et de l'habitat. Constance Koulibaly et Marguerite Douaniou. 19 trophées et attestations distribués à cette soirée dédiée à la promotion de l'immobilier et de l'habitat au Burkina Faso. L'initiative est de OSD Communication qui entend valoriser les produits et services créés par les entreprises, promouvoir le professionnalisme et mettre à l'honneur les meilleures innovations et réalisations dans l'immobilier et l'habitat. L'objectif, c'est de permettre de créer un cadre d'expression, de communication, de promotion entre les promoteurs et le potentiel acquéreur de biens immobiliers d'une part, mais aussi entre les entreprises immobilières et l'État. Les 72 heures de l'immobilier sont à leur deuxième édition. Le choix de ces différentes entreprises s'est fait selon plusieurs critères. D'abord, être agréé, une entreprise agréée par l'État, être également connu des services du guichet unique du foncier du Burkina, être en règle vis-à-vis des impôts et mettre l'acquéreur au centre des préoccupations. Les trophées de l'innovation immobilière et de l'habitat encouragent l'excellence de la conception et de la mise en œuvre d'initiatives afin de favoriser le développement de l'immobilier et de l'habitat de qualité au Burkina Faso. Et quand on parle d'habitat, ceux traditionnels ont toujours leur place pour peu qu'ils soient bien entretenus. À Bobo-Dioulasso, les habitats traditionnels logés au sein du musée Sogo Sirasano ont fait peau neuve. Les deux bâtisses ont été réhabilitées grâce à l'appui financier de l'ambassade de France. Nous suivons la cérémonie de réception avec Drissa Traoré et Kadouro Menki. Quelques pas de danse Bobo et Pearl qui ont charmé plus d'un à cette cérémonie officielle de réception des habitats traditionnels Pearl et Bobo. Deux infrastructures culturelles réhabilitées au musée Sogosira Sanon de Bobo-Dioulasso grâce à l'accompagnement financier de l'ambassade de la France. Je suis très heureux vraiment que pour un coût symbolique ou pas très important, on ait réussi effectivement à faire. Et puis je salue le travail des artisans qui ont réalisé ces cases parce que c'est du travail et ça a été fait de manière remarquable, notamment la case Bobo dont le toit s'était écroulé. Elle est superbe, magnifique, refaite à neuf si je puis dire. Très intéressant de visiter ça. L'événement de ce matin est très symbolique pour notre ville à deux titres. Comprenez que la parenté à plaisanterie au Burkina Faso est majeure et joue un rôle très important. En témoigne justement la vision que le président du Faso développe tout autour de la question de cohésion. Et c'est d'actualité. Aussi, surtout, comprenez que Bobo-Dioulasso est la capitale culturelle Burkina Faso et nous pensons que cette ville devrait vivre justement de la culture. Depuis la rénovation de ces habitats traditionnels, de nombreux jeunes font la queue pour visiter les lieux. Foi de la directrice du musée. Une belle attraction touristique, culturelle et pédagogique avec comme cible privilégiée la jeunesse. L'engouement que ça crée, c'est une plus-value pour nous. Ça jouerait peut-être sur les recettes, mais comme on dit, un musée est un lieu à but non lucratif, une institution à but non lucratif. Nous ne mettons pas en premier les recettes, nous mettons en premier l'enseignement que nous pouvons dispenser aux jeunes surtout. Voilà pourquoi nous misons sur les jeunes. Le public cible, c'est la jeunesse. Prestation d'artistes, visite des locaux des habitats rénovés, y compris l'intérieur du musée.
ont été les autres temps forts de la cérémonie. Actualité à l'étranger avec tout d'abord cette confirmation de l'acquittement de Laurent Gbagbo par la CPI. C'est une décision en appel suite à une première décision de justice prononcée en 2019. On revient ce soir en image sur les faits qui avaient conduit l'ancien président ivoirien à la Cour pénale internationale. Le premier chef d'État à être jugé devant un tribunal. Ce 28 janvier 2016 s'ouvre le procès de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Tout a commencé 5 ans plus tôt, le 28 novembre 2010. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara s'affrontent lors d'une présidentielle tendue en Côte d'Ivoire. Quelques jours plus tard, la commission électorale publie les résultats certifiés par l'ONU. Ouattara Alassane, 54,10% des suffrages exprimés. Des résultats invalidés dès le lendemain par le Conseil constitutionnel qui proclame la victoire de Laurent Gbagbo. Pendant 5 mois, le pays plonge dans le chaos. Les partisans des deux camps s'affrontent, les violences font plus de 3000 morts. Laurent Gbagbo ne cède pas un pouce de terrain. Selon ses accusateurs, il aurait, avec l'un de ses fidèles, Charles Blé Goudé, organisé une campagne de viol et de meurtre pour terroriser ses opposants. Il est finalement arrêté en avril 2011 par les forces d'Alassane Ouattara, aidé par l'armée française, puis transféré à La Haye pour y être jugé pour crimes contre l'humanité. Madame la Présidente, des accusations qu'il a toujours niées. Monsieur le juge. Après 3 ans de procès et l'audition de 82 témoins, les preuves contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont jugées insuffisantes. En janvier 2019, les 2 hommes sont acquittés et remis en liberté sous condition 1 mois plus tard. Au Niger, le gouvernement dénonce une tentative de coup d'État. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi à mercredi à proximité du palais présidentiel. Un coup de force a déjoué à quelques 2 jours de l'investiture du président nouvellement élu Mohamed Bazoum. Des militaires auraient été arrêtés au Niger après une tentative de coup d'État. Des tirs à l'arme lourde et légère ont été entendus pendant près de 30 minutes dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier du Plateau à Niamey qui abrite notamment la présidence de la République. Selon des sources, la situation serait sous contrôle. La garde républicaine aurait repoussé les assaillants. C'est dans ce contexte que le président élu du pays, Mohamed Bazoum, prêtera serment vendredi. Il succédera au président Mahamadou Issoufou après la présidentielle de février contestée par le candidat malheureux du second tour, l'ancien président Mahaman Ousmane. Voilà, et puis une triste nouvelle pour refermer cette édition. On a appris ce matin le décès de Paul Tariam Ilboudo, précédemment maire de la commune de Lumbila, de suite d'une courte maladie. Linguiste de formation et enseignant d'université, Paul Tariam Ilboudo s'est beaucoup investi dans la promotion des langues nationales au Burkina Faso. Il avait 72 ans. Paix à son âme et toutes nos condoléances à ses proches. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous retrouve dans quelques instants pour la lecture du Conseil des ministres. Merci de votre fidélité à la RTV.